Renaud Dupuis de la Grand Rive nous a rejoint alors que nous parlons d'aventuriers. Voilà, pas tout seul, Renaud. Non, c'est exactement. On a fait une arrivée de Sylvain Blouet, donc on a bien fait de commencer à blablater. L'Office du tourisme aussi fait partie des gens qui soutiennent activement le Salon nautique du Cap d'Agde. Il vit sa 14e année, 14e édition, ça fait 13 ans qu'il existe, un chiffre porte-bonheur. Enfin, c'est quand même la 14e édition. Renaud Dupuis de la Grand Rive a rejoint Sylvain Blouet. C'est donc presque l'essentiel de l'équipe d'une direction qui a été créée par la ville. Je ne vais pas trop m'aventurer, je vais me permettre de vous demander de présenter un petit peu cette action municipale qui est une action voulue depuis longtemps, mais qui travaillait aux côtés d'associations qui géraient les réserves naturelles, qui géraient le patrimoine en quelque sorte, que ce soit réserve naturelle du Bagnas, que ce soit les herbiers de Posidonie, la préservation, que ce soit les mares au Gros d'Agde, que ce soit les Verdis aussi, la zone des Verdis qui comprend... Non, il n'y a rien de marqué, il n'y a rien de... Bref, voilà. Renaud, je ne vais pas faire le feedback de ce que tu as fait. Tout à l'heure, je pense que tu vas assister à la conférence de Charles Edrich qui va nous parler de 10 ans de passion extrême, puisque toute proportion gardée, la passion extrême fait partie de ta vie aussi, que ce soit en planche à voile ou en défenseur. Mais c'est vrai, si en toute proportion gardée, hein, je l'ai bien dit, mais bon voilà quoi, voilà, c'était la planche à voile de manière raide quoi, enfin voilà quoi, tu sais ce que c'est que de souffrir en faisant de la planche et de faire du sport jusqu'à avoir mal, même si tu n'es pas un sportif proprement dit en tous les cas, enfin quoique... Empêcher les promoteurs faire partie d'une chaîne qui a fait que les promotions immobilières ne s'est pas installées entre Marcy-en-Plage et le Cap d'Agde, ça devait être du sport. Ouais. Renaud, oui. Si on fait un premier bilan de la gestion en faveur de la conversation sur le coup et de la préservation du milieu marin agatois, donc une petite explication au titre donc de la ville d'Agde, hein, c'était une action où vous avez été débauchés tous les deux, puis embauchés, voilà. Pour œuvrer dans ce sens-là. Je vais te laisser présenter l'équipe que tu diriges, même s'il n'y a pas vraiment de notion de directeur, hein, vous travaillez dans le même sens et en équipe au sens propre, enfin il faut bien un capitaine à un moment donné. Et quelles sont vos actions, qu'est-ce qu'on peut faire comme premier bilan Oui, en fait, bonjour à tous, excusez-moi pour le petit retard, dû à la technique pour la suite. En fait, oui, c'est vrai qu'on est là depuis un petit moment, hein, avec Sylvain et avec Édouard Chéret. Donc Édouard Chéret, il sera excusé parce qu'en fait il est sur un bateau, d'un ami, d'une association amie, hein, de Terre Marine, de Chaga, de Mitch, le capitaine, voilà, qui fait aussi quelques conférences ici. Et parce que voilà, il y a un reportage de France 3. Sophie et Isabelle sont là tous les jours. Et Sophie et Isabelle sont là tous les jours, je crois, à midi et demi, c'est ça, voilà. Donc on travaille avec eux de manière régulière, hein, je le dis, parce qu'en fait il est sur le bateau pour un petit reportage télévision, donc on ne va pas se priver de ça. Parler d'Agde sur un bateau et de l'aire marine protégée dont nous occupons nous, ça nous va. En fait, juste pour indiquer, et tu as bien résumé tout ce que nous faisons depuis un certain temps, hein, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille sur la protection de la nature sur Agde et une grosse vingtaine d'années sur le milieu marin. Cela au sein d'une association qui s'appelait l'ADENA, enfin qui s'appelle toujours l'ADENA. Et puis voilà, donc il y a à peu près une petite année, on a décidé donc de proposer à la ville de créer une direction à part entière de la gestion du milieu marin. Alors nous, ça me paraissait tout à fait logique par rapport à l'engagement de la ville précédent, toute municipalité confondue, mais bon, la dernière en particulier, parce que voilà, le milieu marin est quand même allé dans un sens plus aigu sur la gestion du milieu marin. Et nous, voilà, comme tu le disais assez justement, on est une petite équipe, on n'est pas très nombreux, on est 3, on est 2 personnes de plus pendant l'été qui s'occupent du sentier sous-marin, puisque toutes les activités marines ont été reprises par la ville. Je pense que c'est un engagement fort, hein, de la part de la ville, et c'est intéressant qu'une collectivité prenne cet engagement-là, parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut aussi des hommes et des femmes qui continuent de travailler sur notre littoral, et plus particulièrement en mer, comme nous le faisons, avec des responsabilités. Hein. C'est pas uniquement, je dis pas ça uniquement pour... voilà, c'est pas une direction qui s'occupe des choses comme ça. On a des missions, hein, on a des objectifs, on travaille dans un cadre qui est l'aire marine protégée des Posidonies du Cap d'Agde, hein, c'est son nom. On l'appelle aussi, nous, on aime bien l'appeler avec Sylvain, aire marine protégée de la côte agatoise.
voilà, parce que bon, c'est Agatois, c'est quand même aussi le nom local de ceux qui vivent ici. Et donc on a continué donc à travailler sur un petit peu les mêmes objectifs qui étaient avant. On n'a rien changé de fondamental, on va dire, par rapport à nos objectifs précédents. Par contre, le cadre est différent, évidemment, c'est une collectivité qui porte, donc on a quand même un peu plus d'ambition aussi, il faut le dire. Je crois que de temps en temps, ça fait du bien de dire qu'on a un petit peu d'ambition. Bon, maintenant, voilà, les temps sont durs, la crise est là aussi, y compris pour la gestion des milieux naturels. Voilà, on a quand même une nécessité d'aller chercher des fonds financiers pour travailler dans ce domaine-là. Et nous, on s'appuie, et je pense que c'est ça qui est important, c'est ce que disait Sylvain tout à l'heure à la radio. Nous, on se faire pour des actions concrètes, de terrain, concrètes, avec les gens, avec les usagers. Faire des choses tout seul, c'est très bien faire. On est des scientifiques, on peut le faire. On le fait d'ailleurs de temps en temps sur certains domaines, parce que il y en a qui sont très précis. Après, nous, notre souhait, vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation, c'est de travailler avec les acteurs locaux, qu'ils soient plongeurs, qu'ils soient pêcheurs de loisirs, qu'ils soient pêcheurs professionnels, qu'ils soient plaisanciers. Et je pense que le bilan que nous tirons depuis une quinzaine d'années est plutôt bon. Moi, je reviens d'une très très grosse réunion qui avait lieu à Marseille jusqu'à ces derniers jours, qui est en fait le congrès mondial des aires marines protégées. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le ratin des aires marines protégées qui est venu à Marseille, dont des Australiens, des Américains, des gens d'Afrique et tout. Nous y étions aussi. Donc on a essayé de porter un peu notre modeste voix, mais la voix d'une collectivité qui s'engage pour le milieu marin. Voilà, je peux vous dire qu'on n'est pas, en France, on n'est pas les derniers quand même, de ce qu'on a vu en tout cas dans le travail qui est effectué à droite et à gauche, avec une petite équipe, encore une fois, 3 personnes, 2 personnes pendant l'été. On prend des stagiaires, je le dis aussi parce que c'est important d'indiquer qu'on ne travaille pas uniquement avec des professionnels purs et durs, on donne la chance aux jeunes, et on a régulièrement entre 2 et 3, voire parfois un petit peu plus, stagiaires de niveau plutôt master, on essaie de les prendre avec un niveau, il faut qu'ils sachent piloter un bateau, en général, c'est ce qu'on essaie de faire, Sylvain, qu'ils sachent plonger aussi, avec un niveau, parce qu'aujourd'hui les règles d'intervention en mer sont quand même, on a d'ailleurs des conférences sur cette thématique-là, elles sont quand même, voilà, elles sont là, et heureusement, quand on est en mer, il faut être prudent quand même. Et respecter la réglementation, bien évidemment, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, donc on va faire un petit tour avec Sylvain de nos activités. Et oui, tu voulais aussi, c'est de faire rayonner Agde dans un sens où on n'entend pas, souvent en tous les cas, par rapport à cette préservation du patrimoine naturel, du patrimoine marin, et tout ce travail de communication sur les éco-gestes en général. Faire rayonner Agde dans les différentes instances où tu vas te balader pour qu'on te demande, puisque tu es un expert international reconnu. Et puis, on abordera tout ça, et ça sera vendredi, avec Thierry Boucher, Philippe Calamel, le directeur du projet France-Europe de coordination Odyssea, puisque là aussi, il y a des financements européens qui entrent en compte, et tout un maillage qui nous sera décrypté, d'ailleurs, avec Thierry Boucher, le directeur de la Sodéal. Ça sera vendredi à 16h. Et on a dit qu'on ne donnait pas le programme des conférences, donc après, vous ferez votre choix. Allez, on y va, on déroule ce bilan. Vas-y, je te laisse appuyer sur le bouton et après tu l'appuieras toi au fur et à mesure, Sylvain. Je vais peut-être commencer, puis après je te laisse. Oui, alors là, on a, dans cette présentation, on a essayé de faire un bilan. Ça a été intéressant parce que souvent on présentait ce qu'on allait faire. Mais maintenant, on peut présenter ce qu'on a fait et les résultats. Donc c'est bien, les choses évoluent. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est pas une conférence, on n'est pas une grande conférence, on ne va pas faire un monologue. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des éléments sur lesquels vous voulez avoir des précisions. Alors, je vais passer cette diapo assez rapidement parce que finalement, on l'a résumé, Renaud l'a résumé tout à l'heure en présentant un petit peu les actions et les intérêts pour le site. Je vous remontre une carte ici qui est le périmètre du site Natura 2000 pour bien localiser quel est le périmètre d'intervention, notre terrain de jeu, on va dire. C'est toute la partie qui est délimitée ici par cette zone-là. Donc c'est un territoire qui fait 6152 hectares. C'est quand même un gros territoire. Je crois que c'est 3 fois le territoire de la commune, si je ne me trompe pas. Alors, terrestre, pour la partie terrestre.
Donc ce sont un milieu qui est très riche, très diversifié, des herbiers de Posidonie, je vous en montrerai, du coralligène sur les zones du large, beaucoup de poissons, des espèces protégées, comme la grande nacre, comme la datte de mer, ou des espèces de cétacés aussi. Terre Marine vous en parlera, je ne sais pas s'il y a une conférence là-dessus, sur tout ce qui est cétacés, dauphins et autres, tortues marines. Donc, voilà, on a sur le secteur un panel d'habitats qui nous ouvre, on va dire, sur une grande diversité de milieux et une grande biodiversité au niveau des espèces. Alors peut-être juste un mot pour vous dire par rapport à ça, pour indiquer que c'est une aire marine protégée, ça c'est sûr, mais c'est aussi c'est un peu spécial quand même. Ça n'est pas une réserve naturelle, ça n'est pas un parc marin, c'est un site où on tient compte particulièrement des activités en place. Ce qui ne veut pas dire qu'on laisse faire n'importe quoi, mais ce qui ne veut pas dire qu'on interdit tout. Loin de là, sinon, bon, ici, il y a longtemps qu'on ne serait pas là, si on interdisait tout. Donc simplement, on intervient pour essayer d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une gestion durable, donc de faire cohabiter des activités maritimes et la biodiversité, ce qu'on peut appeler la biodiversité marine de manière globale, même si on va bien au-delà de ça, on s'occupe aussi de développement durable. Alors je dis ça parce que ça n'empêche pas qu'il y ait des sites Natura 2000 en France. Et nous, ça ne n'empêche pas aussi qu'on essaie de réfléchir à tout ça, où on a des endroits où on va travailler un petit peu plus sur la gestion, un petit peu plus peut-être sur la réglementation, mais en tout cas, toujours en collaboration avec les acteurs. Et donc tout ce qu'on vous montre là, tout cela est discuté chaque année. C'est pas nous seuls, nous trois dans l'équipe, qui décidons que, ni même le maire, puisque notre boss c'est le maire, quelque part. Mais on a un comité de pilotage dans lequel quasiment tous les représentants des usagers sont là. Les administrations, il y a 40 ou 50 personnes qui se réunissent une fois, 2 fois par an, et puis il y a des petits groupes de travail. Mais nous, on a privilégié le contact avec les acteurs locaux direct. C'est-à-dire qu'en fait, on est... voilà, moi je suis abattoir, j'habite au Cadel, je suis pas depuis assez longtemps. Sylvain, ils sont un peu exilés, mais il connaît très bien la zone agatoise, et Édouard de la même manière. Et on privilégie donc cette relation-là avec les acteurs locaux pour faire tout ce que vous allez voir là. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui descend en haut comme ça et qui arrive en bas, c'est quelque chose qui est partagé, on travaille dans un sens horizontal. Je le dis, je le redis parce qu'on le dit depuis très longtemps, mais c'est notre force à nous ici. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué. Et nous gérons les choses de manière locale, directe. Ce n'est pas quelqu'un de Montpellier qui nous dit ce qu'on doit faire ici, pas plus que de Paris ou de Brest, où il y a des agences qui s'occupent plus spécialement des aires marines protégées. Donc c'est un petit peu ça notre cœur, nous, de travail, et cœur de travail qu'on souhaite continuer de maintenir, ce qui est pas facile, parce qu'on a pas mal d'activités à ce niveau-là. L'actualité est un peu plus compliquée que cela. Je t'en prie, Sylvain, vas-y, je laisse continuer. Donc là, je vais vous présenter après les activités un petit peu plus techniques et scientifiques et les projets qu'on a mis en place. Mais il y a la charte Natura 2000, qui est une démarche volontaire par les acteurs, qui a été mis en place en 2008 et qui est un engagement, donc je vous le dis à tous, si tous les acteurs, c'est ce que disait Renaud, on travaille avec tous les acteurs, que ce soit des professionnels et des non-professionnels, mais tout le monde peut s'engager de manière volontaire à travers notamment la charte Natura 2000, qui est une charte de bonne conduite. C'est pas parce que vous la signez, après derrière on va vous fliquer, qu'on va regarder si vous faites tout ça bien, mais c'est un engagement moral, j'ai envie de dire, d'adhésion à un site, et plus il y a de signatures sur cette charte Natura 2000, plus pour nous, on peut montrer qu'on n'est pas tout seul dans notre coin et qu'on a tous les acteurs qui sont aussi conscients de ce patrimoine naturel et qui ont envie de s'engager, voilà, à leur manière. Alors, quelles actions pour quels résultats? Donc, les objectifs, je vais vous les brosser rapidement. Protéger les ressources marines tout en y intégrant les activités maritimes. Prévoir et adapter les usages aux changements environnementaux globaux. Donc ça aussi, je vous en parlais parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent à l'heure actuelle et il faut anticiper tout ça. Tout ce qui est veille et suivi des habitats et promouvoir et aider au développement économique pour la ville. Alors, j'ai essayé de faire un petit PowerPoint assez interactif pour vous montrer les différents milieux sur lesquels on travaille et à partir de ces milieux-là, quels sont les résultats. Donc on a bien sûr chez nous des roches, notamment volcaniques, mais aussi des roches biologiques, c'est le coralligène, je vous en parlerai un petit peu après. Donc je vais vous montrer des actions qu'on a mises en place pour, toujours dans le but de mieux
protéger, de mieux conserver la biodiversité marine, mais vous allez voir aussi en ne soustrayant pas ça à la réglementation directe sur les usages. Un petit mot sur le diagramme, juste pour indiquer que le diagramme vient de copains, de collègues de la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Donc c'est pour ça que vous voyez marqué Université de Perpignan, réserve marine. Par contre, le concept est très intéressant et c'est pour ça qu'on le reprend. Mais bien évidemment, on l'a appliqué à notre AMP à nous. AMP, aire marine protégée, à notre aire marine protégée. C'est mieux que les sigles. Donc sur la roche, par exemple, on a fait un constat, on a étudié un petit peu au niveau du site de plongée des Tables, qui est un site hotspot de la plongée sous-marine chez nous. On a fait des études de fréquentation, on a regardé combien de plongeurs allaient sur ce site-là, combien de bateaux mouillés jetaient l'ancre sur le site, et quels étaient les impacts sur le milieu. Les impacts étaient bien sûr une diminution de la biodiversité sur tout le secteur. Du coup, il fallait trouver une solution de gestion pour que la biodiversité puisse se redévelopper sur ce secteur-là, sans pour autant arrêter l'activité de plongée sous-marine. Donc l'idée a été de mettre en place des bouées. Là ici, en 2005, on a mis en place des bouées, des systèmes écologiques, avec des petits ancrages sur le fond et des bouées qui reviennent en surface, donc qui n'ont aucun impact sur le fond, qui permettent aux plongeurs, quand ils arrivent en bateau, de venir s'accrocher sur la bouée, de plonger sur le site et de repartir. Donc là, l'objectif de cette petite conférence, c'est de vous montrer finalement les résultats en termes de biodiversité, en termes de restauration. Là, c'est de la restauration, restauration naturelle, sur ces communautés benthiques naturelles, parce qu'on n'a pas refait du bouturage, on n'a pas implanté de fausses gorgones sur le secteur. Donc on a étudié avant la mise en place des bouées, pendant, juste à quelques années après, et on a fait le dernier retour, date de 2012. Donc on a pris comme indicateur la gorgone blanche, ici là vous avez des gorgones en bas, là. Je ne sais pas si on voit la souris, voilà. Donc qui sont des animaux qu'on retrouve, alors c'est des espèces d'HLM, de tout petits animaux comme ça, pour faire simple. On a pris des photos avant, sur les secteurs, on a compté le nombre de gorgones. On est revenu quelques années après, ce que je vous ai dit, donc 2005, 2010, 2012. Et on voit ici, là, ça c'est un graphique, on voit les petites gorgones là, qui se sont développées. Là, on a même été obligé de changer d'échelle. Visuellement, on a l'impression qu'il y en a moins sur le dernier, sauf qu'on a été obligé de réduire la taille des gorgones parce qu'elles ne rentraient plus sur les quadras, sur la présentation. Et donc, on est passé de 0,8 colonies par mètre carré en 2005 à 6,2 colonies par mètre carré en 2012 sur les grands individus. Donc vous voyez, on a presque fait du x6, x7 sur la densité de gorgones sur ce secteur-là. Donc pour vous montrer que la mise en place des bouées sur ce site-là, au-delà d'avoir aussi aménagé un territoire pour les clubs de plongée, parce qu'en termes de sécurité, c'est plus facile pour eux, en termes d'activité, ça leur permet d'arriver rapidement sur le site, repartir rapidement. À l'époque, il fallait qu'ils jettent l'encre, le temps que l'encre arrive, que s'accroche, qu'ils regardent que l'encre soit bien positionnée, qu'ils remontent l'encre, qu'ils repartent. Il y avait des dégâts aussi de matériel sur leur encre, et en termes de sécurité aussi, parce que finalement, d'avoir mis ces bouées-là, visuellement, les plaisanciers font attention à ce secteur-là et le contournent plus facilement. Avant, on avait des gros problèmes. Les plaisanciers, quand ils sortaient, avaient tendance à traverser cette zone-là parce qu'elle n'était pas matérialisée. Voilà. Alors, en tout cas, si vous voulez, cette opération-là, on la présente rapidement, elle nous a demandé du temps, mais par contre, ça a été un déclencheur, vraiment un déclencheur de notre relation avec les acteurs locaux. On a montré aussi qu'on était capable de travailler avec eux sur des choses vraiment très concrètes. Il vous les a présentées rapidement, c'est plusieurs années de travail, tout ça, ça ne s'est pas fait comme ça. Et je peux vous dire que ça marche très très bien, et nous, on est fiers de cette action, parce qu'on l'a faite à la fois par rapport aux résultats, mais aussi par rapport, je dirais, à la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, à la manière dont on l'a menée avec les acteurs locaux. Et on compte bien continuer, je pense que Sylvain montrera les actions qu'on a en route. C'est une opération qui est d'ailleurs à essaimer dans la région, on est parmi les premiers à avoir fait ce type d'opération, et on va continuer. Alors, autre substrat rocheux, enfin substrat dur, on reste sur ce terme-là, le coralligène.
Alors là, le coralligène, hein, vous voyez, c'est en fait ces espèces de formations d'algues calcaires encroûtantes qui se sont formées. C'est pas de la roche, hein, ça, c'est vraiment du végétal qui s'est calcifié avec le temps, et ce sont des couches d'algues qui se sont accumulées les unes sur les autres et qui forment un support qui est dur, mais qui est aussi facilement dégradable par les organismes, notamment les oursins, qui vont dégrader facilement cette calcification algale, et vont creuser des galeries, et donc en creusant des galeries vont augmenter, on va dire, les petites niches et les petits habitats, et on va retrouver notamment là-dedans des gorgones, des langoustes, du homard, de nombreuses éponges, tout ce que vous voyez coloré là, tout ça c'est des éponges quasiment dessus, hein. Donc des petits organismes qui vont rentrer à l'intérieur, donc ça forme un habitat, un hotspot de biodiversité. Le coralligène c'est peut-être l'habitat le plus diversifié en termes d'espèces qu'on a ici sur Agde. Voilà. Au-delà des herbiers de Posidonie, je pense que, sans trop me tromper, que c'est là où on a vraiment le plus d'espèces qu'on va pouvoir observer. Donc c'est un patrimoine naturel pour nous qui est essentiel et très sensible. Très sensible pourquoi? Parce que, je vous ai dit, c'est des algues calcaires qui se sont consolidées. La moindre encre posée là-dessus, ça casse. C'est aussi fragile que du verre, hein, j'ai envie de dire. Ça casse. Donc, dès qu'on a un bateau qui va ancrer, on a des zones comme ça qui vont se détacher, et bien sûr les organismes qui vont mourir, bien sûr, là-dessus. Juste pour vous donner une idée, c'est 1 mm par an, le développement. Donc, sur certaines études, on n'en a pas fait chez nous, mais dans d'autres secteurs, on estime à peu près ces formations-là à entre 3 et 5 000 ans à peu près. Donc c'est pour vous dire que un coup d'encre sur ces secteurs-là, c'est des milliers d'années après pour retrouver soit la même structure, soit le même développement. Donc problématique qui était liée sur ces structures-là à l'encre, mais aussi au filet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une étude, comme je vous ai dit un petit peu, sur la plongée. On étudie les bateaux là c'est surtout de la pêche de loisirs, à l'ancrage. Ici, hein, c'est 3 ans d'études où on a répertorié pendant 3 ans les bateaux qui étaient à l'ancrage, qui étaient ancrés sur le bateau. Donc on peut voir, on a quand même des grosses densités de bateaux sur les périodes où on a échantillonné, hein, sachant qu'on n'échantillonnait pas tous les jours. Quelle solution apporter à ça? Là, pas évident de mettre des bouées au large, on est sur des zones de navigation, au niveau de la préfecture maritime, ça passe pas. Donc, c'était de trouver un moyen alternatif à l'ancrage, c'est-à-dire les ancres flottantes. Alors, qu'est-ce qu'une ancre flottante? Eh bien, c'est ce petit parachute qui est sous le bateau. Hein, c'est un petit parachute qu'on met à l'avant du bateau et qui va freiner le bateau, qui va limiter la dérive du bateau et qui va permettre aux pêcheurs de loisirs de rester dans son secteur de pêche sans pour autant mouiller. Les consignes de vol par Renaud Dupuis de la Grande. Voilà. Il a toujours rêvé de faire steward. Voilà. Donc ça c'est une ancre flottante. Vous voyez, il y a une bouée de surface qui permet de signaler le positionnement de l'encre flottante. L'encre flottante va se gonfler dessous, hein, c'est comme un parachute, et le bateau lui est poussé par le vent, et du coup il est freiné par son encre flottante. Du coup on va limiter la dérive. On peut même voir à l'annuler quasiment quand les conditions sont favorables, et permettre au pêcheur finalement de rester sur son spot de pêche sans ancrer. Donc l'idée c'était toujours pareil, comment limiter l'ancrage en trouvant des alternatives à ça, donc l'encre flottante. Pour ça, l'encre flottante, on a créé un contrat Natura 2000, contrat Natura 2000, qui nous a permis de distribuer, on en a toujours, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter, 250 encres flottantes gratuitement aux pêcheurs de loisirs. Voilà. Pour l'instant, on en a distribué à peu près 180 et on a un petit livret en même temps qui explique comment l'utiliser, la sécurité, comment la relever, quelles sont les techniques de pêche qu'on peut utiliser avec et tout. Voilà. Comment une action encore pour limiter l'impact sur le coralligène de l'ancrage. Alors ça, c'est une action qui est aussi une action phare, hein. Petite action, bon, ça ne coûte pas très cher, 10 000 €. Vous savez qu'on a mis du temps pour signer un contrat Natura 2000 avec le ministère, mais on l'a fait. C'est une action qui est unique en Méditerranée, on est les premiers à l'avoir fait. Et je peux vous dire qu'on est très régulièrement sollicité par les uns par les autres
Par exemple, on travaille avec la ville de Marseille depuis quelques mois déjà. On a été là-bas faire des conférences avec d'ailleurs l'association des plaisanciers qui nous a beaucoup soutenus là, au niveau du Cap d'Agde. Et on a d'autres contacts avec la Côte-Vermeille, avec d'autres secteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça marche très très bien. Bon, c'est vrai que le caractère aussi gratuit a dû jouer, mais bon, ça coûte de toute façon pas très très cher. Et c'est, comme le disait Sylvain, c'est quelque chose d'efficace. Nous, on a été assez surpris quand on a fait les 3 ans d'études. Vous avez vu la carte là, hein, c'est pareil, hein, on vous montre une carte comme ça, je peux vous dire que derrière tout ça, il y a du boulot quand même. Hein. C'est des heures et des heures d'observation. Et on a toujours voulu, ça c'est un de nos points aussi sur lesquels on tient là, dans ma direction, c'est de s'appuyer sur des résultats, sur des techniques scientifiques. C'est-à-dire, c'est pas de dire, ouais, on va peut-être qu'on va faire ci comme ça, ou on ne sait pas trop. Bon, voilà, nous, on essaye au mieux qu'on peut, évidemment, avec ce qu'on connaît, de travailler dans ce domaine-là, avec des critères, des indicateurs scientifiques. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de développer au fur et à mesure. Il nous reste encore, vous pouvez passer au stand, à notre stand, hein, la ville d'Agde, le petit stand que nous avons sous le chapiteau central. On a des petites brochures, et si vous avez besoin éventuellement de d'encre flottante, on peut prendre rendez-vous. Notre petit local technique n'est pas très loin d'ici. Je disais, on a fait un petit guide technique, on a donné en même temps des petites plaquettes sur la taille des espèces, un petit logo, un petit autocollant que le pêcheur peut mettre sur son bateau aussi, pêcheur responsable. Et voilà, donc ça c'était lors de la remise des encres flottantes. Autre action sur le coralligène, on ne travaille pas qu'avec les pêcheurs de loisirs là-dessus, ni la plaisance, mais aussi avec les pêcheurs professionnels. Et notamment avec l'utilisation de nasses et de casiers sur le coralligène. Parce que les filets, notamment, ont une action de ragage sur le coralligène, donc ont une action aussi de destruction sur le coralligène. Donc c'était aussi de trouver des alternatives pour limiter l'utilisation des filets sur ces secteurs-là. Donc pendant 3 ans, on a travaillé avec un pêcheur professionnel qu'on voit sur la photo, Alexandre Di Sandro, qui est petit métier, patron pêcheur petit métier au Cap d'Agde, et qui a travaillé avec nous là-dessus pour tester différents types de nasses, différents types de techniques de pêche, d'appât et autres, pendant 3 ans. Donc là, au niveau des résultats sur cette technique de pêche, on est très satisfait, tout simplement parce que quand on compare les résultats des filets et compare les résultats des nasses, on a le même rendement de capture. Donc on a prouvé que l'utilisation des nasses n'impactait pas l'économie du pêcheur, hein, parce qu'il y a aussi ça, hein, le pêcheur il veut bien utiliser des nasses, mais il faut bien que derrière, il en vive derrière. Donc il fallait démontrer ça. Donc ça, c'est ce qu'on a démontré au niveau de ces 3 ans d'expérimentation. L'utilisation aussi des nasses, avec leur bateau, leur type d'embarcation, ça c'est aussi important parce que il fallait que les pêcheurs, enfin ce pêcheur-là, qui a un bateau classique, hein, puisse stocker les nasses, les poser à quai, les mettre, les relever, les disposer. Et derrière tout ça, l'utilisation aussi d'appâts. Il faut savoir que les appâts qui ont été utilisés dans le cadre de cette expérimentation-là, donc dans le cadre des nasses, on a pâté les nasses avec des morceaux de poisson qui ont été récupérés des déchets de la criée. Donc on récupère ce qui n'est pas vendu à la criée, les déchets de la criée, pour les réutiliser avec les pêcheurs dans le cadre d'expérimentation avec des nasses. Donc vous voyez l'intérêt double aussi, de vraiment aller à l'essentiel et de vraiment avoir une démarche durable aussi par rapport à ça, même si on est sur du prélèvement et sur du prélèvement au niveau de la ressource. Voilà, donc les résultats sont très bons au niveau que ce soit de l'encre flottante, l'appropriation des encres flottantes par les pêcheurs de loisirs, que ce soit au niveau des pêcheurs, au niveau des nasses. Il faut savoir que à l'heure actuelle, 3 autres pêcheurs ont acheté pour eux des nasses et utilisent maintenant des nasses pour pêcher. Donc ça montre bien que ça plaît. Sinon, on n'aurait pas eu d'autres pêcheurs qui auraient acheté des nasses. Donc il y a un intérêt là derrière. Voilà. Vous allez me demander quel est le résultat sur le coralligène. Alors je vous ai dit 1 mm par an. On a du mal à déterminer exactement encore l'efficacité sur le coralligène. Mais c'est des études là qui vont prendre quelques années. On a commencé ça il y a 3 ans. On a des descripteurs et des espèces qui ont des développements qui sont très 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 lents. Donc il faut comprendre qu'il faut un certain temps
pour évaluer l'efficacité. Mais on a déjà évalué l'efficacité d'utilisation de l'encre flottante et de la NAS. Donc pour nous, on a déjà limité l'utilisation des filets sur certains secteurs et l'utilisation de l'encre sur certains secteurs. Donc si on limite ça, obligatoirement, on va augmenter la capacité de régénération du coralligène sur les secteurs du large. Alors sur cette action, juste pour information, on a conduit cette action dans un cadre plus global avec des fonds européens, en partie. Bon, pas beaucoup, mais enfin quand même, et dans le cadre d'un projet qui s'appelle MED.Nord, donc qui rassemblait plusieurs pays de Méditerranée occidentale, et dont le chef de file était le WWF France, donc avec lequel on travaille régulièrement pour la partie qui s'occupe de Méditerranée, dont la base dans le centre est à Marseille. Voilà, on a pu développer ça grâce à des fonds européens, et on espère pouvoir continuer à le faire sur d'autres thématiques. Alors, futur projet aussi pour travailler toujours sur le coralligène, je reste sur la thématique coralligène, je vous ai parlé de l'impact de l'ancrage. Il y a les plongeurs. Les plongeurs vont aussi sur ces sites-là, vous avez vu, c'est beau, c'est au niveau paysager, c'est riche. Donc les plongeurs vont sur ces secteurs-là. Et c'était aussi un problème d'impact du plongeur en lui-même, pas que de l'ancrage, mais du plongeur avec les coups de palme, les appuis qu'on a sur le fond, je vous ai dit, c'est très fragile, ça se casse facilement. Donc à partir de cette année, là c'est en gros les secteurs, là vous avez 2 secteurs où le coralligène est bien identifié, où on sait exactement quels sont c'est des petites patates qui font 2 fois la pièce. Et il y en a plusieurs dans ces secteurs-là, et notamment les clubs de plongée vont sur ces sites-là. Donc c'était d'identifier d'autres secteurs de coralligène pour pouvoir délester ces sites, c'est-à-dire travailler avec les plongeurs en disant voilà, vous avez vos sites, vous avez plongé depuis 10 ans dessus, on va calmer un petit peu les plongées sur ces secteurs-là, et on va aller plonger sur d'autres secteurs qui sont moins impactés en travaillant aussi sur le nombre de plongeurs et tout. Donc ça, c'est les projets qu'on a à venir là-dessus. Mais pour ça, il faut qu'on leur propose d'autres sites. Et donc, on travaille avec une société sémantique qui travaille sur des sonars. Et on a été les premiers à travailler là-dessus, notamment avec eux, pour détecter ces roches du large, parce qu'elles sont toutes petites et on peut passer à côté sans les voir. Pas très identifiables au sondeur directement. Donc on travaille avec des sonars et on arrive à identifier précisément les secteurs à coralligène ici. Voilà. Là vous avez en rouge, c'est quand vous ne détectez pas de coralligène, et en vert, c'est dès qu'il y a une détection de coralligène. C'est une première qui a été faite. Il y a une publication scientifique qui devrait sortir. J'espère, il faut que je m'y mette. J'aimerais avoir le temps de le faire. Et du coup, voilà, on a été les premiers à faire là-dessus. Et donc, on va élargir ça à tout le roc de Brescou à partir de l'année prochaine. Voilà, donc là, on voit bien, il a dit rapidement aussi, mais c'est aussi un gros travail que d'avoir été chercher des techniques complètement innovantes, bon, avec un peu de risque quand même, et là, c'est vrai qu'on a trouvé des appuis avec le ministère de l'Écologie, mais aussi avec l'Agence de l'eau, pour aller chercher des techniques innovantes sur des sites relativement peu connus, et d'expérimenter, c'est un peu le boulot aussi quelque part des aires marines protégées, que d'aller vers des techniques qui permettront d'aller plus vite après dans l'interprétation des données, et plus vite aussi pour qualifier si on est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, c'est un petit peu ça c'est pour ça qu'on le fait, et on espère pouvoir continuer là aussi. Alors, autre habitat qui est pour nous aussi très important et sur lequel on travaille, notamment parce que c'est une espèce qui est protégée, donc on a un devoir de conservation de cette espèce-là, c'est l'herbier de Posidonie. L'herbier de Posidonie, qui est une plante marine, Phanerogam marin, et donc on travaille là-dessus depuis quelques années, notamment pour comprendre un petit peu déjà la dynamique de développement de cette espèce. Donc vous voyez rapidement, c'est pour vous dire comment on travaille là-dessus. On prend des photos aériennes, on utilise des sonars, une espèce d'une échographie sous-marine. À partir de là, on superpose les données de terrain, les données d'image aérienne, les données de sonar, et on arrive à avoir, ici en vert, vous avez toutes les petites taches d'herbiers. Donc l'idée, c'est dans le temps, après, de suivre ces herbiers-là, et de regarder l'évolution de ces herbiers. Donc on les cartographie précisément. Là c'est pareil, on est un peu comme le coralligène, c'est des espèces qui se développent de manière très 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 lente. On est à peu près à l'ordre de 1 cm par an de développement. Donc il faut que la technique et la précision de cartographie soient centimétriques, parce que
On peut imaginer que si on fait une erreur de 10 cm, c'est 10 ans. Donc, si c'est, voilà, il faut pas aller dans un sens ou dans l'autre. Il faut que nos résultats soient très précis. Des résultats là-dessus, on a un carré ici en 2005, 2010 et 2012. 2010, 30% de recouvrement de l'herbier dans 16 mètres carrés, et là on est à 37%. Donc ça a légèrement augmenté. On peut dire qu'il y a une augmentation de l'herbier de Posidonie dans le périmètre qu'on suit, hein, attention. C'est pour ça qu'on a élargi ça à d'autres secteurs après, parce qu'on avait besoin d'avoir une vision beaucoup plus large de tous les herbiers de Posidonie. Mais globalement, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une augmentation, mais on peut dire que c'est stable dans le temps. Et ça, c'est déjà important, c'est de dire que l'herbier n'a pas régressé dans les secteurs qu'on suit. Et qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Donc l'herbier est sensible notamment à la qualité des eaux. Il faut savoir qu'en 2007, je ne me trompe pas en nom, une nouvelle station d'épuration a été construite sur Agde, qui porte le nom de Posidonia, hein, donc c'est pas anecdotique. C'est bien parce qu'il y a une relation aussi, notamment avec ces herbiers sous-marins. De mieux épurer l'eau, c'est aussi protéger cette biodiversité marine. Et donc ça, c'est un élément. Et c'est aussi un bon indicateur aussi, quand on étudie les feuilles, la largeur des feuilles, le nombre de petits faisceaux qu'on a dans ces feuilles-là, le recouvrement, on arrive à avoir un indice de qualité de l'eau. Donc là, je vous montre les résultats, par exemple, de cette qualité de l'eau. On voit que finalement, entre 2011 et cette année, 2011 et cette année, on est resté dans du bon, du très bon. Alors qu'en 2009, on était sur du moyen. Et là, on est repassé sur du bon. Donc voilà, on va dans le bon sens, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est des choses qu'il faut prendre encore, c'est des espèces qui ont, que je vous ai dit, une dynamique assez lente. Donc il va falloir regarder ça pendant plusieurs années. Mais c'est intéressant, souvent on nous dit comment est le milieu, quelle est la qualité de l'eau, en dehors de la partie pollution et autres, parce que vous savez qu'il y a des polluants, on peut en avoir, est-ce qu'ils ont un impact sur le milieu, quel type d'impact qu'ils vont avoir sur le milieu, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas toujours de réponse, mais on a des bio-indicateurs comme ça qui nous disent pour l'instant c'est bien, on est bien. L'herbier de Posidonie est encore en bon état de conservation, donc son environnement autour est bien. Hein, c'est comme chez vous, une plante, si vous lui mettez de l'eau souillée ou des choses comme ça, elle va avoir tendance à régresser, à diminuer, à perdre ses feuilles. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Donc en suivant l'état de santé de cette plante-là, on a des données sur la qualité environnementale du milieu. Mais on ne s'arrête pas là. Objectif pour 2014, objectif pour 2014, c'est de continuer à protéger cet herbier de Posidonie. Donc, station d'épuration, qualité des eaux, ça y est, on est dessus depuis déjà quelques années, ça continue, il y a des efforts qui se font, et notamment encore d'amélioration de la qualité et du traitement des eaux. Mais au niveau de l'aire marine protégée, on a un impact qui peut être lié à l'ancrage. Hein. Vous voyez, finalement, cet encre, ça nous pose pas mal de soucis. Et oui, hein, c'est comme si on allait dans une forêt et que chacun se garait où il voulait. Donc, au bout d'un moment, ça repousse pas, ça arrache. C'est un petit peu la même chose avec l'encre. Donc, il fallait trouver une solution là-dessus. Donc, sur l'île de Brescou, par exemple, autour de l'île de Brescou, au niveau des plaisances, hein, on a des usages autour de l'île sur une saison à peu près de 6800 usagers autour du pourtour de l'île, et à peu près 1687 bateaux à l'ancrage. Hein, c'est des bateaux qui étaient à l'ancrage sur 2 mois. Hein, donc ça fait quand même pas mal d'encre jetée. Et pas tous les jours, hein, sachant qu'on comptait une fois tous les 3 jours. Hein, donc vous pouvez multiplier le résultat à peu près par 3, voire 4, à peu près, facilement. Donc, pour l'année prochaine, mise en place de 30 mouillages écologiques. Des mouillages écologiques, comme je vous ai parlé sur le site de plongée des Tables, 30 mouillages écologiques autour de Brescou. Ça sera le plus gros site du Languedoc-Roussillon aménagé avec des mouillages écologiques. Les mouillages seront gratuits, auront une utilisation à la journée, et il y aura par contre une réglementation là-dedans, c'est-à-dire qu'il sera interdit de mouiller, de jeter sans d'encre en dehors des ancrages. D'accord ? Donc toute personne qui arrivera sur ce secteur-là devra
obligatoirement s'amarrer à une bouée et n'aura plus la possibilité de jeter l'ancre où il veut, sur ce secteur-là, sur une période 15 mai, 15 septembre. Voilà. Il pourra mettre sa bouée flottante, c'est possible, mais bon, ça va pas être évident entre les bateaux et tous les bouées, ça va être compliqué. Voilà, donc l'idée, voilà, ici vous avez une carte avec, là ici ce sont les bouées. Les bouées seront, il y a des bouées qui seront pour des bateaux de 17 mètres, 13 mètres, 8 mètres, 6 mètres. Hein, ça c'est le max, hein, c'est pour éviter qu'on ait des bateaux de 17 mètres qui aillent s'accrocher sur des bouées de 8 mètres. Donc ça sera signalé. Voilà, au niveau du secteur, là-dessus. Alors là, 30 mouillages, on n'a pas mis 30 mouillages au hasard, hein. Ces 30 mouillages, ça a été identifié notamment en termes de, quand on a fait des comptages de fréquentation, c'est l'optimum de bateaux ancrés à un moment donné. Hein, on est à peu près à, il n'y a que 7% des jours où on pourra pas accueillir tous les bateaux. Mais globalement, avec 30 mouillages, on assure l'utilisation de la zone, sachant qu'il y a un périmètre d'évitement autour des mouillages, donc on ne pouvait pas non plus en rajouter 150. Voilà. Sylvain, oui, il y avait une question, j'ai vu. Monsieur qui aimerait réserver son mouillage. D'accord. Mais proprement dit, c'est pas derrière Brescou, c'est par côté de Brescou. C'est sur la partie où il y a les herbiers de Posidonie, hein, c'est sur cette partie-là. Les plongeurs surtout. Alors les plongeurs auront 2 bouées ici, hein, sur cette partie-là. Ils viennent plonger ici. Ils auront 2 bouées qui seront réservées exclusivement à la plongée sous-marine. Voilà, hein, pour éviter, pour leur permettre de continuer leur activité aussi. Et parce que ce sont des sites sur lesquels eux peuvent s'approcher facilement avec leurs petits bateaux, petits randos, et d'accéder rapidement en toute sécurité par rapport aux autres bateaux à côté. Voilà. Alors, par rapport à ce projet, qui est effectivement un gros projet, comme l'a dit Sylvain, ça n'a pas été mis du tout au hasard, hein, franchement. Et deuxièmement, on l'a négocié avec les acteurs locaux, pas qu'avec les plongeurs, pas qu'avec les plaisanciers, mais avec les bateaux de promenade, avec la collectivité, puisque ce projet a démarré avant que nous ayons intégré la collectivité. Et je peux vous dire qu'au niveau administratif, juridique et autres, c'est un gros morceau. Hein. Ça fait combien ? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on est dessus. Hein. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc on met pas, parce que voilà, on est dans le milieu marin, on n'est pas n'importe où, c'est le domaine régalien, le domaine de l'État. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut là où on veut facilement. Et il faut arriver avec des arguments pour installer des mouillages, donc pour équiper le milieu marin, ce qui est quelque part aussi pas plus mal non plus, parce que sinon ça pourrait vouloir dire qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe où. En l'occurrence, nous on a beaucoup travaillé là-dessus, et malheureusement on devait le rendre effectif cette année, et puis on a été, voilà, il manquait encore 1 ou 2 commissions administratives, bien françaises, pour boucler le dossier, et ça sera fait pour l'année prochaine. Enfin, élément aussi important, comme tu le disais, c'est pas tout autour de Brescou, il y a une partie effectivement qui sera dans lesquelles seront les bouées. Après, par exemple ici, là, il sera strictement interdit de mouiller, quoi. Donc là, ça va quand même permettre aussi au site de respirer. Et puis, pour être franc, on va regarder comment ça fonctionne aussi. Parce que voilà, c'est quand même pas un petit projet. On a prévu pendant l'été qu'il y ait un... On a prévu pendant l'été qu'il y ait une patrouille, on appelle ça une patrouille bleue, qui viennent donc avec un petit bateau pour informer, surtout pas là spécialement pour embêter les gens, mais plutôt pour les informer, pour voir comment bien s'installer sur son mouillage autour de Brescou. Il va y avoir aussi la documentation, il va y avoir vraisemblablement, on travaille aussi, notamment dans le cadre d'Odyssea, dont tu parlais tout à l'heure, Paul Éric, on va essayer de mettre en place une bouée avec des flashcodes, qui va nous permettre donc de donner de l'information à ceux qui sont équipés, comme c'est le cas de quand même la plupart des plaisanciers, enfin de beaucoup de plaisanciers aujourd'hui, de donner de l'information à la fois sur le site et sur la réglementation. Donc voilà, on essaie de travailler sur tout ça pour avoir quelque chose à la fois d'interactif et en même temps que les gens soient bien informés. Le principal, c'est l'information. Après, on n'est pas habilité on ne sera pas habilité de manière vraiment très claire à verbaliser au cas où, parce qu'il y a, comme l'a dit Sylvain, il y a quand même un règlement, hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut dedans. Par contre, évidemment qu'on va travailler avec la brigade nautique, par exemple, du Cap d'Agde, qui, elle, sera assermentée pour intervenir au cas où. Voilà, ce qu'on n'espère pas, en tout cas au moins les premières années. Alors, j'accélère un petit peu. Les substrats meubles, donc tout ce qui est sable, vase et autres, on suit ces milieux-là. Donc les résultats, pour vous donner les résultats, parce que aussi comme l'herbier de Posidonie, c'est un bioindicateur intéressant, tout simplement parce que les espèces qui vivent dans le sable, tous les petits crustacés, les petits vers et autres, se déplacent très peu.
Et vu qu'ils se déplacent peu, s'il y a une pollution, s'il y a une hypersédimentation, ils vont tout simplement, ces peuplements-là vont être modifiés. Et en étudiant ces peuplements-là, on arrive aussi à mieux comprendre quel est le niveau de perturbation de ces milieux-là. On a des espèces qui sont très sensibles à la pollution, qui vont être sensibles à la pollution, et si soit elles sont présentes, et on sait qu'à ce moment-là, elles aiment la pollution, c'est des espèces qu'on va trouver plutôt dans des ports, dans des choses, des zones d'endroits qui sont un peu impactés, et d'autres qui n'aiment pas du tout la pollution et qu'on ne va plus trouver. Donc en travaillant là-dessus, on arrive à évaluer le degré de pollution, notamment de ces secteurs-là, notamment les secteurs du large, de Vaz, où voilà, on a une accumulation de ces polluants, et l'avantage c'est qu'on a quelque chose d'assez historique finalement, parce que l'accumulation, c'est pas fait sur une année, mais sur plusieurs années, et ça permet de voir un petit peu, de retravailler là-dessus. Si on applique les indices, alors c'est des indices qui sont calculés là-dessus, on est dans du bleu. Alors il faut surtout regarder le dernier, excusez-moi, celui du bas, là, voilà, ceux-là. On est surtout sur du bleu, ce qui veut dire qu'on est très bon. Et je peux vous dire, c'est pas le cas partout. Dans le Languedoc-Roussillon, on a une bonne qualité de nos substrats meubles, de nos sables, vis-à-vis des polluants notamment. Enfin, là, c'est surtout un indice de pollution, et c'est pas le cas partout. Je vous ai pas fait, j'aurais pu vous présenter une carte, parce que ce protocole-là, il est appliqué sur près de 100 points sur toute la Méditerranée, enfin sur toute la Méditerranée française. Et voire à l'étranger aussi, parce que c'est des indices qui ont été développés par des Espagnols. Et donc comme ça c'est intéressant parce qu'on a le même protocole partout et on peut comparer. Et je peux vous dire que du bleu, il n'y en a pas partout. Et donc ça montre qu'on a des sols comme ça qui sont encore bien préservés vis-à-vis des polluants. Voilà, par rapport à d'autres secteurs. Les mêmes points au niveau du Rhône notamment, c'est moins bien. On va être plutôt sur des couleurs, plutôt sur du jaune ou sur du, c'est-à-dire sur des milieux plus mauvais, plus médiocres. Juste un petit mot là par rapport à la diapo que je peux laisser pour indiquer que, on le voyait, on travaille en plongée et on travaille aussi en particulier avec des collègues et parfois et souvent amis. Donc j'en profite de vous dire parce qu'il y a Mathieu Foulquier qui est ici présent, donc c'est la personne qui est ici, elle est dans la salle, juste devant. Et donc il travaille dans un petit bureau d'études. Mets-toi de profil, comme la photo que les gens... avec lequel on travaille depuis très longtemps, et puis il a été membre de l'équipe il y a déjà, je suis même tous avec lui qu'on a commencé avec Mathieu il y a à peu près une vingtaine d'années déjà presque. Quasiment. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil à notre ami Mathieu qui fait des photos aussi. J'allais dire, toutes les photos qui sont là-dessus sont de El Maestro de la photo, Monsieur Foulquier. Vous les avez là-dessus. Sauf celle dont parlait Renaud. Sauf celle dont parlait Renaud, je sais pas. Celle où il est en photo. Ah oui. Non, il n'a pas cette capacité encore à faire les photos et être sur les photos. Mais j'en connais certains, je ne vais pas donner de nom, mais qui ont cette capacité de faire les deux à la fois. Les photos sur lesquelles vous voyez Mathieu sont en principe prises par Renaud du Puy-de-Dôme qui est ici. Et moi j'en profite pour vous dire que j'ai rien écouté de la première demi-heure. Ça fait plaisir. Non mais il m'écoute jamais. Absolument rien écouté, et je vais vous donner la raison pour laquelle je n'ai absolument rien écouté. J'ai eu le privilège d'avoir ça entre les mains. Ça, personne n'a eu entre les mains à part ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire Mathieu Foulquier et Renaud qui ont porté ce bouquin qui sera présenté tout à l'heure au moment de l'inauguration et qui sera disponible à partir de la semaine prochaine dans les bonnes librairies agatoises. Et quand vous aurez l'occasion de tourner les pages du bouquin, vous vous rendrez compte que vous ficherez absolument de ce qui se passe autour de vous, parce que c'est assez prenant. Voilà. Donc ne l'achetez pas tout de suite, attendez de sortir de la salle, et après vous pouvez... Et nonobstant ce détail, je me permets modestement de faire une totale confiance sur le contenu de ce que raconte Sylvain. Voilà, je sais, c'est pour ça que je suis... Et Renaud en général. Alors mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon, je continue parce qu'après tu vas me dire il reste plus que 2 minutes. Une minute, ben voilà. Alors. Donc tout ce qui est sur la ressource halieutique aussi, on me demande souvent quel est en termes de poissons, est-ce qu'il y a plus de poissons, est-ce qu'il y a moins de poissons, alors je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques résultats là-dessus. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué sur ces domaines-là. On a travaillé notamment avec les pêcheurs de loisirs. Pareil, pendant 3 ans, on est allé sur le terrain, on a enquêté les pêcheurs de loisirs, on a regardé ce qu'ils pêchaient, la taille des poissons qu'ils pêchaient, les espèces,
les périodes pour avoir des données pendant 3 ans. On a comme ça des idées aussi sur les familles qui sont pêchées. Alors ça c'est intéressant pour nous, pas spécialement pour savoir qu'on pêche du maquereau au mois de septembre, tout le monde le sait à peu près, au mois d'août, mais c'est des bons indicateurs aussi des changements climatiques, notamment des modifications de la température de l'eau, parce qu'on a des cycles comme ça où les espèces vont arriver, on a un décalage d'espèces qui arrivent de plus en plus tard. Et ça, c'est des résultats comme ça qui, pour nous, c'est intéressant d'avoir les périodes en fonction des espèces. Alors, si on fait un petit bilan de 3 ans, sur le rendement, alors on appelle ça, je vais me sortir le mot, c'est un petit peu barbare, ce sont des captures par unité d'effort. Hein, c'est un rendement de pêche, pour faire simple. 2011, 2012, 2013, on est stable, très stable. Donc c'est-à-dire que sur 3 ans, même si on a toujours l'impression qu'on pêche moins, on dira, ah, mais l'année dernière j'ai beaucoup plus pêché que l'année d'avant. C'est souvent des impressions, hein, c'est demander à quelqu'un s'il fait beau à quelle époque, il y a l'année dernière à la même époque, s'il faisait beau ou pas beau. C'est pas toujours évident, on a toujours une mauvaise perception de ça. Et c'est pour ça que les données sont toujours importantes, les données scientifiques, quantifiées, pour se rendre compte de ça, que ça soit sur les herbiers de Posidonie, c'est pareil, hein, ça fait 8 ans qu'on les suit, à dire de certains acteurs, ah ben, il y en avait beaucoup plus, bon, 8 ans c'est stable, c'est en augmentation. Donc c'est pour ça qu'on se base toujours, comme le disait Renaud, sur des données scientifiques, et c'est à partir de là qu'on a des résultats qui sont propres. Donc ça c'est sur la pêche de loisirs, voilà, j'ai pas d'autres résultats par rapport à ça, on va continuer nos résultats sur la pêche de loisirs. Je peux vous donner des résultats aussi comme ça oral sur la pêche sous-marine, sur la chasse sous-marine, notamment avec les concours de pêche sous-marine. Les concours de pêche sous-marine montrent que le poids moyen chassé par les pêcheurs agatois dans le cadre de concours a augmenté. Donc c'est-à-dire que les chasseurs prennent des prises qui sont plus grosses qu'il y a 10 ans. Là c'est un recul sur 10 ans. D'habitude Michel est souvent avec nous dans la salle, mais là il n'est pas là aujourd'hui, mais il aurait pu vous dire que si on regarde voilà, ces captures-là sur des concours de chasse, on voit que la taille a augmenté aussi au niveau de la ressource. Les pêcheurs sont plus sélectifs aussi, donc on augmente aussi les tailles moyennes des individus. Pour travailler toujours sur la ressource, les récifs artificiels, alors je vais aller assez vite là-dessus, il y a eu 3-4 programmes d'immersion sur les récifs artificiels. Voilà, je serai au stand de tout à l'heure, donc si vous avez des questions sur les récifs artificiels, n'hésitez pas. L'objectif est toujours d'accroître la biomasse, notamment la biomasse capturable. Fréquentation, et bien tout ça pour vous dire qu'on travaille sur la fréquentation chaque année avec des indices. On travaille sur l'eau, le transport maritime, la fréquentation des routes aussi. Tout ça pour savoir exactement quelles sont les personnes qui viennent sur le secteur d'A, combien ils sont chaque année, l'hébergement, la capacité d'accueil, le parc de location. Vous voyez, on a plein d'indicateurs comme ça. On fait des photos aériennes où on répertorie chaque activité. À chaque photo, on répertorie chaque activité. C'est du boulot derrière l'ordinateur pour dire lui il pêchait, lui il chassait, lui il plongeait, lui machin. Mais comme ça nous permet d'avoir des cartes précises sur les secteurs et comprendre comment évoluent aussi les secteurs. C'est important, on va mettre en place 30 mouillages écologiques, donc il va falloir voir aussi comment les activités vont se répartir aussi de ces 30 mouillages. Facteurs influents, on travaille aussi pour mieux comprendre sur la température de l'eau. On a des capteurs. Depuis 2010, on a émergé des capteurs de température au large à 10, 15 et 20 mètres de profondeur. Et on suit comme ça l'évolution de la température, hein, pour nous dire que quand même l'été, on a toujours de l'eau froide, mais ça vous le savez. Et je vous dis ça en tant que plongeur, je me régale toujours de le dire. Mais on ne travaille pas dans notre coin là-dessus, on travaille dans un réseau méditerranéen qui s'appelle TMEDNet, qui est piloté par un Espagnol. Et pour mieux comprendre aussi comment évolue la température en Méditerranée. Alors il faut savoir qu'on est sur une augmentation de la température, hein. On augmente, hein, c'est-à-dire que l'eau est de plus en plus chaude en Méditerranée. On gagne presque, on a gagné 1 degré en près de 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et donc il faut des données pour comprendre comment ça évolue. Voilà. Donc tu nous montres des vues aériennes et c'est pas évident, c'est l'œil du... On sent que... Non, c'est pas toujours simple. Plan infra-Polmar, on travaille aussi sur les polluants parce qu'on a beau protéger nos milieux, demain si on a une marée noire,
frontilien en un terminal pétrolier. Il faut adopter ça. Donc depuis cette année, on met en place le plan Infra-Polmar. Alors c'est quoi le plan Infra-Polmar? C'est le plan d'intervention communale de lutte sur les pollutions accidentelles des eaux. Voilà. C'est il y a 3 ans, on avait fait une formation là-dessus, et ben, maintenant qu'on est au cœur du processus, on va dire, on met en œuvre ce plan là-dessus. Donc on a mis en place. Voilà, c'est le plan Orsec englobe les deux, le plan Orsec terre et le plan Orsec mer. Et ça, c'est un dérivé du plan Orsec mer, c'est ce qui incombe aux communes, c'est le plan Infra-Polmar. Et donc sur ce point-là, même si là aussi, pour des raisons de temps, on fait vite, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour la région. Hein. On sera les premiers à sortir un plan de cette nature au niveau communal, s'entend. Hein. Ça existe, hein, le plan Polmar au niveau régional, mais là au niveau communal, on a fait un gros travail pour en gros savoir si un jour il y a un tanker là, qui vient de Sète, qui traverse et qui a un problème, et qui s'échoue chez nous, ce qui n'est pas tout à fait impossible, comment on fait? Voilà. Et je peux vous dire qu'après avoir commencé à travailler avec Sylvain sur cette thématique-là, ben, on a bien fait de s'y atteler, parce que c'est pas évident de savoir comment intervenir, comment coordonner, c'est un petit peu comme là, quand on a des problèmes de crue, on a déjà vu, hein, y compris chez nous, et surtout à Agde, comment il faut faire pour intervenir. On a mis un petit peu de temps pour trouver, je dirais, ces réflexes à avoir. Donc là, c'est un véritable plan, et on est assez content aussi d'avoir sorti ce travail-là pour les années qui viennent, et pour le bien de notre commune. Voilà, donc bon, là, cette diapo, finalement, on l'a déjà présenté avant. Oui, je sais voilà, pas si c'est pas la peine d'intervenir là-dessus. Et voilà, on remercie tous nos partenaires. Voilà, donc on travaille, vous le voyez bien avec cette diapo à la fin, c'est pas pour montrer les logos partout, mais on est très 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 loin de travailler tout seul. On travaille avec beaucoup de partenaires, y compris des costauds, hein, comme le WWF ou l'Agence de l'eau, voire même des associations. Là, vous avez des partenaires, donc Medpan, c'est un réseau de gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée, dont on est membre, hein, on est même membre du bureau, enfin je suis membre du bureau. Donc ça nous permet quand même aussi de rapporter des expériences et d'exporter les nôtres. Hein, le lien entre les communes et les collectivités et les autres gestionnaires d'aires marines protégées, c'est aussi important, que ce soit pour la gestion des ports ou la gestion du milieu marin. Je pense que voilà, il faut pouvoir agir en synergie aussi avec d'autres partenaires ici et là. Voilà, on vous remercie. Je laisse la parole à maître de cérémonie. Merci Monsieur Dupuis de la Grand Rive. Peut-être vous dire qu'en fait c'était juste un échantillon de tout ce qu'ils sont capables de vous développer si vous allez leur rendre visite sous le chapiteau, effectivement, parce que c'est vrai que voilà, le stand, peut-être l'espace qui vous est réservé là-bas, peut-être moins tout au long de l'année, comme c'eût été le cas par le passé, mais en tous les cas à la disposition des gens qui veulent en savoir plus et mieux. C'est vrai que vous intervenez de manière régulière publiquement dans les différentes actions de la ville, et c'était même avant que ce service existe, donc raison de plus pour le démultiplier. On vous voit intervenir dans le cadre de la semaine du développement durable auprès d'un public d'enfants de CM2, CM1, même plus petits d'ailleurs, et plus grands. Et peut-être vous laissez regagner le stand. Et puis, encore une fois, hein, je me donne des auto-excuses, mais je me suis perdu dans les 280 pages de ce bouquin. Je me suis régalé de me perdre dans les 280 pages de ce bouquin, Méditerranée, et d'ailleurs assez saisi, puisque les premières pages que j'ai tournées, c'était des photos de Syriens. Syrie est en Méditerranée, et, des photos de Syriens qui étaient tout contents, tout heureux, et la légende de Renaud ou Mathieu, donc c'est Mathieu qui prend les photos, Renaud qui fait les légendes, ou vice-versa. On a tout mélangé, on a tout mélangé, il y a des deux pour les deux. Et si je ne m'abuse, c'est déjà ce binôme qui a réalisé Mi-Air, Mi-Eau, qui était un bouquin, qui est toujours d'ailleurs un bouquin qu'on peut trouver hein, dans les bonnes librairies. C'était l'échantillon en fait, Mi-Air, Mi-Eau, c'était l'échantillon exclusivement agatoire. Et derrière, vous êtes lâchés sur ce Méditerranée. Combien de temps ça vous a pris, les gars, de faire ce bouquin? Ça, c'est plus de 10 ans de travail. 10 ans de travail. 10 ans de mission autour de la Méditerranée. Ça aurait été pas mal de faire une petite... on va l'improviser. Si jamais il y a une défection de conférence, je parle sous le contrôle de Marie Delpy, si jamais il y a une défection de conférence, on en improvise une avec Renaud et Mathieu. On a eu déjà la chance d'avoir une conférence entre midi et 2. Dans le cadre des jeudis, dans le cadre des rendez-vous mensuels du jeudi, où on sait... Mais là, c'était pour Mi-Air, Mi-Eau. C'était pour Mi-Air, Mi-Eau, non? C'était pour celui-là? Petit pour la Méditerranée. Une avant-première.
Voilà. Et j'en profite pour dire aussi, puisqu'on n'est pas très nombreux, que Sylvain a participé aussi à cette aventure, puisqu'il y a quelques photos de Sylvain, parce qu'il fait aussi des photos, et il y en a même une d'Edouard aussi, notre autre collègue. Bon voilà, c'est une histoire d'amis aussi, quoi, vous l'aurez compris. Pour les photos. Ouais, puis pendant qu'il y en a qui se baladent en Méditerranée, il faut bien qu'il y en a qui fassent le boulot, donc c'est vrai que Sylvain, à un moment donné, était assez essentiel à l'exercice. Merci beaucoup. Fonction Merci beaucoup. De tout ça, tout comme Cathy. Enfin bon, mesdames, messieurs, merci d'avoir c'est vrai, la présence de Guillain aussi, parce que voilà, tout le monde est là. Oui, les soleils. D'accord. Donc sur le stand, hein, dans l'espace central, dans l'îlot central, et puis là, on petit quart d'heure de pause, et puis on va reprendre le chemin de la parole avec Charles Edrich, qui viendra non pas nous conter ce qui s'est passé au mois de juillet, mais parce qu'on a essayé de départager avec la richesse de ce qu'on peut développer avec ce monsieur. On va revenir sur 10 ans de sport passion, de sport aventure, sans rentrer dans les détails de ce qu'il a fait au printemps. Une simple bonne raison que ce qu'il a fait au printemps fera l'objet d'une conférence exclusive où on ne parlera pas du reste demain. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Merci messieurs dames. Merci. Merci à tous. Merci à vous.